Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Chaque 8 mars, journée internationale des femmes, nous regrettons que leur place en sciences soit si légère dans la balance des carrières scientifiques, dans le nombre des publications de recherche ou l'octroi de subventions majeures. Les femmes restent bien discrètes en sciences, souvent à l'ombre des hommes avec qui elles travaillent, et si elles sont majoritaires dans les sciences de la santé, du moins à l'université, elles sont encore bien peu nombreuses à faire carrière ou à s'inscrire en génie, en physique ou même en informatique. Depuis 30 ans, les programmes de sensibilisation auprès des jeunes filles se multiplient. Pourtant, le pourcentage de participation des filles aux études en génie demeure faible. Environ une élève sur 5 est une fille. Un récent rapport de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec montre que, bonne nouvelle, cela progresse, et même en sciences pures et appliquées, où le nombre d'inscriptions au bac a augmenté entre 2007 et 2017, et cela même en génie, plus féminisé qu'avant, avec près de 16% de la cohorte. La mauvaise nouvelle, c'est que la progression est si lente qu'il serait possible de se décourager, comme en physique, où les femmes ne représentent que 20% des nouvelles inscriptions au baccalauréat, un pourcentage qui varie peu depuis 20 ans. Sans compter que les femmes de sciences restent toujours méconnues, tellement que Marie Curie reste la plus citée et même souvent la seule, alors que son Nobel date de plus d'un siècle, soit en 1903. Il faut dire que les femmes scientifiques décrochent également peu de prix de reconnaissance et quand cela arrive, cela est très salué, comme en novembre dernier, la Canadienne Donna Strickland a été la première femme en 55 ans à décrocher un Nobel de physique et la troisième en 118 ans. Physique, génie, informatique, ces disciplines restent encore à apprivoiser par les femmes. Pour qu'elles envisagent de devenir physiciennes, ingénieures ou encore expertes en intelligence artificielle, il faudra compter aussi sur les changements sociétaux du côté de la nécessaire conciliation travail-famille, de la valorisation et de la rémunération des femmes en sciences et d'une culture plus équitable et inclusive pour toutes les scientifiques, quel que soit leur sexe et leur genre. À l'émission d'aujourd'hui, nous vous parlons de la délicate combinaison femmes et sciences. Restez là. Pour parler avec nous de parité, de la place des femmes en sciences, je reçois ce matin Amira Boutouchan, cofondatrice et présidente directrice générale de Bridger. C'est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle qui aide les entreprises industrielles à réussir leur transformation numérique, si je ne me trompe pas. Exactement. Bonjour. Je suis en compagnie aussi de Myriam Finn-Nutchild. Elle est doctorante à l'Université de Montréal en physique et elle est aussi membre du projet Parité physique. On va vous expliquer ce que c'est. Elle est aussi cofondatrice du comité Diversité physique qui vise à sensibiliser la population du département de physique de l'Université de Montréal aux enjeux de diversité. Ça fait beaucoup, hein? Oui, bonjour. Bonjour. Et on a le plaisir d'avoir au téléphone, parce qu'il est à Sherbrooke, Vincent Belletête, le professionnel de recherche à la chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec. Il, lui, est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation et d'un baccalauréat en enseignement des sciences secondaires. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les trois. On va commencer avec vous, Monsieur Belletête. Vous avez récemment publié à la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec un rapport qui compile les nombres d'inscriptions féminines et leur pourcentage dans les domaines de sciences et du génie entre 2005 et 2018, je pense au collégial et à l'université. Vous constatez que malgré l'augmentation globale de l'effectif féminin et de la représentation féminine dans plusieurs domaines des sciences et du génie, la proportion, la progression même des femmes se fait encore attendre dans certaines disciplines. Parlez-nous desquelles? Oui. En fait, c'est ça. Nous, en fait, à la chaire, on a à chaque année mis à jour les différentes inscriptions féminines pour voir un peu quelle est l'évolution à travers le temps. Et là, cette année, on avait 10 ans de données, donc on trouvait ça intéressant là, de justement publier ça sous forme de rapport. Ce qu'on voit là, déjà là, d'entrée de jeu, c'est que les femmes sont majoritaires dans la plupart des domaines à l'université et au cégep. Elles sont au-delà de 50% et même de 70% dans certains domaines. Mais lorsqu'on regarde les sciences et le génie, ce sont encore les deux domaines où la représentation féminine est la plus faible. Donc, si par exemple on regarde au niveau du collégial, au niveau du programme de sciences de la nature, donc qui est le programme préuniversitaire, les femmes comptent pour 54% des inscriptions.
Donc, elles ont dépassé le 50% là, depuis 10 ans. Elles sont passées de 49 à 54%, donc c'est quand même bien. Ça, c'est au niveau du préuniversitaire, donc les programmes qui mènent vers l'université. Mais au niveau des programmes techniques, donc des DEC techniques, les techniciennes, les technologues surtout, là, au niveau des sciences et du génie, on remarque qu'elles sont seulement à 20%. Donc, c'est une proportion quand même beaucoup plus basse. On peut dire qu'elles sont sous-représentées au niveau des techniques encore. Et depuis 10 ans, cette situation-là a peu évolué. Là. On parle d'une augmentation de 17% à 20% depuis environ les 15 dernières années. Là. Donc, leur progression se fait encore attendre là, au niveau des techniques collégiales. Si je poursuis, on a aussi également analysé la place des femmes dans les programmes universitaires, en sciences pures et appliquées d'une part, mais également en génie. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau des baccalauréats en sciences pures et appliquées, si on regarde globalement, là, les femmes comptent pour 43% des inscriptions au baccalauréat. Et les femmes, on voit déjà, là, on constate qu'elles investissent beaucoup les filières biologiques. Donc, on les retrouve beaucoup en biologie, donc 66%, en agriculture, 69%. On les voit en architecture aussi, 67%. Et à l'autre bout du spectre, ben là, on voit qu'elles sont moins présentes en proportion dans les domaines comme l'informatique, 17%, en physique, 23%, et en mathématiques, 43%. On peut noter cependant que dans les dernières disciplines que j'ai mentionnées, qu'il y a eu quand même une bonne progression dans les 10 dernières années. Là, dans certains domaines, il y a eu environ 10% d'augmentation. Donc, il y a quand même de l'espoir là, à ce niveau-là que les chiffres continuent d'augmenter dans les années futures. Oui, il y a beaucoup d'espoir de toute façon parce qu'en studio, on a une ingénieure et on a une étudiante en physique. Donc, peut-être, j'aimerais les entendre commenter nous un peu ces chiffres-là. Peut-être, oui. Madame Phil. Donc, pour commenter sur les chiffres, oui, on observe une augmentation, mais c'est encore faible. Quand on regarde les chiffres des États-Unis, qui sont des immenses statistiques, en fait, depuis les années 2000, ça stagne à 20%, les inscriptions au baccalauréat. C'est ce qui a stimulé notre désir, mes collègues et moi, de partir un projet qui s'appelle Parité physique pour justement faire le pont entre ces 54% de femmes qui sont au cégep et essayer de les inviter à s'inscrire dans ces disciplines comme la physique qui sont très fortement masculines. Et donc, on parlera de mon projet tantôt, mais je suis très contente que vous parliez de ces chiffres-là puisque justement, nous, on essaye de faire le pont entre ces chiffres. Oui. Madame Boutouchon, est-ce que ça... Oui. Est-ce que vous êtes surprise? Est-ce que vous êtes... Est-ce que ça vous déprime, ces chiffres-là, ou? Je viens de la filière où il y a le moins de personnes, c'est-à-dire en informatique. Donc, ça me surprend pas plus que ça, vu que je l'ai vécu. Mais je pense que oui, il faut le réaliser, il faut le voir pour pouvoir peut-être un peu redorer l'image de ces filières parce que, moi, je suis là avec le programme des femmes en tech de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine et de Ubisoft. Et puis, le programme est là réellement pour donner une image différente des caricatures qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qui est génie. On va imaginer des physiciens ou des mathématiciens ou encore des informaticiens derrière leur tableau, leur ordinateur, les grosses lunettes et ce genre de choses. Et puis on en rigole aujourd'hui, mais c'est encore l'image que beaucoup de personnes ont de ce métier. Donc on a besoin de plus de modèles, on a besoin de voir plus de personnes, de femmes dans ces domaines et puis de voir qu'ils sont complètement épanouies dans leur carrière. Elles changent des choses et ont des impacts positifs sur beaucoup de choses. Donc, je pense que pour revenir aux statistiques, c'est vraiment... c'est très intéressant. Et puis, on sait encore qu'il y a un long chemin à faire. Monsieur Belletête, est-ce que c'est un manque d'engouement? Est-ce que c'est un manque de retention des jeunes filles qui s'inscrivent? En fait, comme je vous dis, il y a des grandes différences d'une discipline à l'autre, là. Et évidemment, là, on voit quand même certaines tendances se dessiner là, très tôt dans la scolarité. Là. Il y a des études menées au Québec qui montrent que la préférence des filles pour la biologie, la dimension humaine, tout ce qui touche le vivant, remonte dès le primaire. Hein. Donc, c'est pas étonnant de voir qu'à l'université, elle se retrouve davantage dans les domaines associés à la biologie, au génie biologique, au génie alimentaire, au génie biomédical, par exemple.
Donc, évidemment, il faut capitaliser sur ces intérêts-là, mais il faut aussi leur présenter les autres domaines qui existent. Donc, ça ne veut pas dire on voit que les filles ont des préférences pour ces domaines-là, qu'il faut absolument séparer les filles et les garçons là, au niveau de ces intérêts-là. Moi, je pense qu'il faut présenter l'ensemble des disciplines et faire voir là, en fait, que l'ensemble des disciplines permettent d'améliorer le bien-être de l'être humain, qui permettent toutes de travailler dans des domaines valorisants, qui permettent aussi de valoriser le travail d'équipe, par exemple, qu'on peut développer de nouvelles connaissances, créer, innover. Donc, vraiment de faire valoir les qualités de tous les domaines, là, en fait. Moi, je pense que ça, c'est très important pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Madame Boutouchon, est-ce que c'était un intérêt pour vous, le génie en informatique? En fait, moi, j'ai eu la chance de grandir avec un ordinateur très, très tôt. Mon père est aussi informaticien, donc ça a aidé. Puis j'avais un ordinateur à la maison à l'âge de 4 ou 5 ans, je pense. Donc j'ai toujours grandi avec à la maison. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de pas trop y penser, en fait. et je pense que c'est parce qu'on m'a montré que cette voie était possible. Oui. C'est là où il y a du travail. Que c'était peut-être un peu plus facile. Madame Fischel, oui. Est-ce que vous, c'était un intérêt, la physique et la physique fondamentale avec la matière sombre? Je pense que c'était... Donc, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Au secondaire, vraiment, on a un cours de physique en dernière année. Je performais, c'était incroyable. Sauf que mes collègues de classe me disaient « Ah, tu serais tellement une bonne enseignante ». Et après, quand j'ai décidé au cégep, dans mon premier cours, j'avais une physicienne comme professeure. Je dis « Ah, c'est ça que je veux faire ». Je l'annonçais dans mon réseau autour de moi et les gens étaient surpris. « Ah oui, tu veux aller en physique ?» Et j'ai pas compris au début pourquoi tout le monde était surpris. Je me suis rendue au baccalauréat, puis finalement, je me suis rendu compte que dans la classe, oui, j'étais dans une minorité. On était 6 sur peut-être 40. Et après ça, j'ai commencé à découvrir les différents types de physique. Et là, par curiosité, je me suis vraiment intéressée pour le fondamental, pour comprendre vraiment comment est constituée la matière. Ça me fascinait et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de poursuivre dans la recherche de matière sombre pour ma maîtrise. Donc, c'était un intérêt défendu, chèrement défendu même. Qui s'est construit au cours de mes études. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Belletête, vous êtes beaucoup dans les chiffres et vous l'avez relevé que les jeunes femmes au collégial sont majoritaires dans la plupart des programmes préuniversitaires, y compris en sciences humaines, en sciences de la nature, mais sauf bien sûr dans les programmes techniques. Est-ce que vous notez une évolution? Est-ce qu'on perd des femmes au fur et à mesure que les études avancent? Oui, c'est ça. Donc, on parle souvent là, de l'analogie du tuyau percé. Hein? Donc, évidemment, on peut l'appliquer différemment d'une discipline à l'autre. Mais ce qu'on voit, c'est que, les filles, oui, sont beaucoup dans les programmes préuniversitaires en sciences de la nature. Elles vont beaucoup se diriger vers les sciences de la vie. Donc là, évidemment, elles vont rester quand même en grande proportion. Mais si on regarde après ça à la poursuite, après le baccalauréat, on voit que les proportions diminuent. Là. Donc, par exemple, en sciences pures et appliquées, on passe de 43% au baccalauréat à 41% d'inscription féminine à la maîtrise et à 37% au doctorat. Et je vais juste vous donner d'autres chiffres aussi là pour continuer. Je vous donne par exemple, Ingénieurs Canada compile évidemment la place des femmes en génie, y compris dans le corps professoral et dans l'ensemble du Canada. Si on regarde, par exemple, les filles qui décident de poursuivre après le doctorat dans une carrière académique, on regarde, par exemple, les professeurs adjointes, on est à 23% de femmes. Les professeurs agrégés, 17% de femmes, et les professeurs titulaires, 11% de femmes. Donc, on voit que la proportion diminue là, plus on augmente dans les niveaux, si on veut, de scolarité et de tâches professorales. Par contre, là, c'est sûr que dans les niveaux plus élevés, si on regarde au niveau de l'âge ou de la génération, les femmes ont investi le génie peut-être plus récemment. Donc là, il faudrait regarder... ça va leur prendre du temps avant de se rendre jusque-là, mais avec les années. Mais il faut quand même poursuivre le travail de promotion et de montrer qu'il y a des modèles aussi. Donc, les filles, par exemple, qui sont en génie, voient peu de professeurs femmes en génie. Donc, c'est sûr que pour elles, d'envisager une carrière comme professeur, c'est peut-être un peu plus difficile. Là. Oui, c'est sûr. C'est ça. 3 membres du département de physique de l'Université de Montréal ont lancé donc en décembre dernier le projet Parité physique, 3 membres dont vous, là. Oui. Donc, présentez-le nous, ce projet-là.
Donc, le projet Parité physique, l'objectif, c'est justement de sensibiliser les professeurs de cégep à leur pouvoir en tant que professeurs qui peuvent réellement influencer des gens et des jeunes filles à choisir des carrières scientifiques et surtout en physique. Donc, par exemple, le professeur est là durant la classe, durant une session. Il peut faire une série d'actions qui peuvent qui sont appuyées par la littérature en sciences de l'éducation. Nous, Comme quoi, comme action? Exactement. Donc, par exemple, le recrutement direct. Souvent, quand on correspond pas au stéréotype, on se dit pas, je pourrais être physicienne. Mais si le professeur vient, tu as du talent, tu pourrais être physicienne, ça pourrait germer l'idée d'une carrière en physique. Un autre type d'action qu'ils peuvent faire les professeurs, c'est qu'on se rend compte que les femmes touchent peu au matériel de laboratoire, surtout quand c'est des choses électriques. Donc, d'encourager les professeurs à aller voir les étudiantes et dire, touchez au matériel, ayez ces expériences-là, parce qu'après ça, quand on se rend compte que les femmes ont systématiquement moins d'expérience avec le matériel, elles vont se sentir moins compétentes. Donc, de travailler sur la compétence, sur la reconnaissance, sur la valorisation et sur leur intérêt pour justement essayer de germer l'idée qu'elles puissent faire une carrière en physique. Oui, et il nous manque aussi souvent beaucoup de modèles, l'importance du mentorat et des modèles. Madame Boutouchon, vous avez décidé donc de joindre la campagne Femmes en Tech Ubisoft pour démontrer aux jeunes femmes qu'il est possible de faire carrière dans le domaine des technologies. Oui, exactement. En fait, c'est une initiative qui a été lancée par la Chambre de commerce Montréal métropolitaine et Ubisoft. Et puis, ils ont sélectionné 3 ambassadrices. Une, Catherine, qui est chercheur, une, Julie, qui est développeur chez Ubisoft, et puis moi, en tant qu'entrepreneur dans la technologie. Puis l'objectif est vraiment de montrer qu'il y a différents types de chemin, qu'il y a différents types de personnes et différents types de carrières, et qu'on peut vraiment prendre sa place et montrer à des jeunes filles les différents modèles qu'elles ne voient pas forcément tous les jours, et puis de se dire c'est possible, et puis l'idée c'est vraiment de dire écoutez, tu peux être ce que tu veux au final. Regarde aussi toutes ces portes de génie dont on a l'impression qu'elles sont plus masculines que féminines, et puis dire hey, c'est vraiment pour tout le monde, et puis après à elle de choisir. Je suis sûre que déjà en montrant un peu plus les différents modèles, on en aura plus logiquement, donc c'est un petit peu ça le but. Oui, ça fait 30 ans qu'il y a différents programmes de sensibilisation auprès des filles et les résultats sont minces. C'est difficile de les rejoindre et de les garder dans les disciplines et de les convaincre de faire carrière. Madame Funès? Oui, donc il y a plusieurs éléments qui ont eu lieu. Premièrement, les disciplines scientifiques sont devenues très populaires et il y a eu beaucoup de popularisation dans les médias. Et quand on pense à des émissions comme Big Bang Theory, génial, qui sont par des hommes, donc ça fait vraiment une image masculine de la science. Ça peut justement encourager plus de jeunes garçons à y aller. Donc oui, il y a eu une augmentation des femmes en sciences, mais il y a aussi une augmentation d'hommes en sciences. Donc il faut aussi voir qu'il y a un effet de culture, un effet qu'on peut essayer de sensibiliser, et tout le monde peut être sensibilisé. Nous, notre projet, oui, s'adresse aux femmes en sciences, mais on a toujours l'espoir de pouvoir aussi prendre ces jeunes hommes puis leur dire, vous pouvez aller dans des disciplines comme les sciences infirmières, comme l'éducation, pour que eux aussi puissent faire un choix qui est à l'extérieur des stéréotypes. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent choisir en fonction de leurs intérêts et non par des pressions sociales. Oui, par leur sexe finalement. Oui. Monsieur Belletête, vous êtes beaucoup entouré de femmes à la chaire. Pourquoi c'est important aussi d'aller chercher les hommes et de les convaincre que d'avoir une diversité, une mixité, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la science? Oui, en fait, comme on dit, il faut pas seulement s'adresser à un auditoire de convertis et de convaincus. Là, je pense que dans les domaines où les femmes sont encore peu présentes, donc les hommes sont par exemple souvent plus en situation d'autorité, vont avoir des postes plus de pouvoir, donc vont être plus au niveau décisionnel, et dans les politiques qui vont être mises en œuvre ou dans les décisions d'embauche, il faut voir en fait que la diversité est importante. Non seulement la diversité des genres, mais la diversité aussi, où ça peut être au niveau des ethnies, etc. Là, je pense qu'il y a quand même une importance à faire valoir, et les hommes sont pas toujours conscients en fait qu'ils peuvent véhiculer des stéréotypes, hein, donc comme ils sont pas nécessairement dans la situation des femmes, ils sont pas nécessairement au courant, donc il faut leur dire. Et des fois, par exemple, moi je pense à
dans des classes, là, sans le vouloir, inconsciemment, on peut véhiculer des stéréotypes auprès des élèves. Ça peut être simplement lorsqu'on donne un cahier de sciences à l'élève et qu'on met une petite image en haut avec un petit scientifique fou avec des cheveux en bataille en sarrau. On voulait que ça soit ludique, que ça soit beau, mais en même temps, on véhicule une idée qui est pas nécessairement intéressante à véhiculer aux jeunes garçons et aux jeunes filles par rapport aux sciences. Et évidemment, sur le marché du travail, les hommes et les femmes ont à se côtoyer, donc il faut évidemment qu'il y ait un équilibre, un respect mutuel. Il faut intégrer tout le monde. Là. Je pense que c'est clairement important. Il faut que le message se rende aux hommes aussi, doivent faire partie de la conversation. C'est extrêmement important. Madame Boutouchon, vous n'avez pas l'image du Jack derrière son ordinateur qui se nourrit pas dans son sous-sol? Ben non, pas du tout. Mais dans le sens où moi, oui, j'ai fait du génie. Puis dans ma compagnie, ce qui est drôle, c'est que c'est pas moi qui code notre produit. Mais le fait de savoir comment ça fonctionne et puis d'avoir cette image, de comprendre, de participer au développement, c'est sûr que ça apporte quelque chose à toute l'équipe qui est indéniable. Puis juste pour revenir rapidement au point des hommes, je pense que même s'il y a depuis 30 ans, il y a énormément de programmes. Beaucoup de ces programmes se sont attaqués à la théorie. Donc, on en a parlé, mais on en a parlé soit à des convaincus, soit à une échelle en se disant, bah, écoute, voilà, on le dit que c'est ouvert aux femmes. And then. Donc, c'est un petit peu ça. Et puis, on oublie que les hommes sont des papas et que l'influence qu'on a et les stéréotypes qu'on a même à la maison, puis dans le type de films, de séries, de dessins animés, de choses qu'on véhicule, ça vraiment, ça apporte, ça modélise un petit peu la vision des enfants sur à quoi peut ressembler leur futur. Donc, je pense que c'est très important que tout le monde se prenne ça en charge puis se rende compte que c'est un problème qui lie tout le monde, c'est sociétal. Puis si on les pousse pas à prendre leur vie en main, puis à aller vers la technologie, à l'utiliser. La technologie aujourd'hui est horizontale. On la trouve partout, que ça soit dans les sciences, dans le design, dans la mode, il y en a partout. Donc, même dans les domaines où il y a plus de femmes en théorie, si elles n'utilisent pas de technologie, ben, on risque de les voir perdre du terrain. Oui. Donc, Madame Finesse-Nutschil, vous vouliez... Oui, réagir. Donc je voulais réagir, c'est que oui, quand on parle du Einstein là, sur ce truc-là, c'est qu'on véhicule une image que la science se fait par des eureka, se fait par des génies, des gens qui ont la science infuse, et c'est tout à fait ce qu'on essaye de déconstruire, je pense, ici autour de la table, que ce sont des humains qui travaillent fort, qui ont une existence aussi à l'extérieur du laboratoire. Donc nous sommes des parents, nous avons des activités, nous avons des réseaux d'amis, nous ne sommes pas que confinés au laboratoire, et je pense que ça peut ça aussi être libérateur pour l'ensemble des gens de la discipline. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Vincent Belletête, professionnel de recherche à la chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec, de Myriam Finesse-Nutschil, qui est doctorante à l'Université de Montréal et donc membre du projet Parité physique, et d'Amira Boutouchon, cofondatrice et présidente directrice générale de cette société qui essaye de propulser l'intelligence artificielle vers les entreprises industrielles, Bridger. Déjà, oui. On propulse pas l'intelligence artificielle, par contre. On l'utilise pour les aider. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Mon nom est Daniel Martineau. J'ai été professeur en pathologie vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire pendant 25 ans. J'ai travaillé sur des belugas du Saint-Laurent. J'ai été frappé, peut-être comme vous tous, par l'histoire de Louis Robert, cet agronome qui travaille au MAPAC et qui a été congédié parce qu'il a dénoncé les conflits d'intérêts en sciences. L'organisme pour lequel il travaillait, un organisme gouvernemental, le Centre de recherche sur les grains, était en fait dirigé par des gens de l'entreprise privée qui sont des producteurs de grains. Le représentant du MAPAC, le MAPAC finance 68% de ce centre de recherche-là. Le représentant du MAPAC ne pouvait pas dire un mot sur le comité d'administration. Il n'y avait pas de décision qui se prenait. Toutes les recherches étaient dictées par l'industrie et même interprétées par l'industrie qui était le porte-parole de l'organisme. Alors, ce chercheur-là, cet agronome-là, Louis Robert, est allé à Radio-Canada, puis il a expliqué au journaliste Gerbet qu'il ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. On l'a congédié peu de temps après.
Cet épisode-là, moi, me fait penser beaucoup à de la recherche qui se fait en environnement et qui est influencée énormément par l'industrie. J'ai travaillé sur les belugas du Saint-Laurent et pendant plus de 30 ans. Et j'ai eu des collègues dont les recherches étaient subventionnées par des alumineries. Et ces recherches-là, évidemment, se trouvent à être influencées par l'argent, d'où provient le financement. Il faut savoir comment la recherche dans les universités fonctionne. On arrive dans une université comme chercheur, il faut trouver de l'argent. Le gouvernement en donne très peu, à peine pour meubler le laboratoire puis peut-être payer le salaire d'un étudiant. Sûrement pas d'un technicien parce que c'est beaucoup trop cher. Alors, rapidement, le professeur, il faut qu'il trouve le financement auprès d'agences gouvernementales. Et là, on imagine que la recherche, à ce moment-là, est neutre. Pendant ma carrière, par contre, ce que j'ai vu, c'est que ces fonds-là ont fondu. Ils ont diminué énormément. Puis, le gouvernement Harper, le gouvernement du Québec du temps, a forcé les chercheurs à aller chercher de l'argent auprès de l'industrie, auprès du privé. Et ça cause un problème. Le collègue dont je vous parlais, par exemple, quand tout ton argent pour tes recherches, pour ton laboratoire dépend de l'entreprise privée, d'une aluminerie, qui, elle, est responsable de la pollution, évidemment, les chercheurs se trouvent sous pression. Et je vous laisse imaginer à quel travers que ça peut mener. Un peu comme si vous achetiez une maison. La maison a des vices cachés. Vous allez en cours et là, vous apprenez que le juge, il est payé par le constructeur. C'est un peu exagéré, mon exemple, mais ça vous donne une idée des pressions sous lesquelles se trouve le chercheur. Alors moi, ce que je suggère, c'est que les argents destinés à la recherche soient prélevés auprès des industries et gérés par un organisme indépendant. Et non pas que l'industrie mette directement des fonds dans la recherche, ce qui pousse les chercheurs, qui les met sous une pression indue. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de nos rediffusions. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois